Hey, le jeune, t'as de la belle visite. Ton avocat t'attend de l'autre bord. Mon avocat? Tu pensais qu'on t'avait oublié, hein? Tu vas l'avoir, ton procès. Inquiète-toi pas. Oui. Ce jeune homme de 22 ans à peine se nomme Réal Léo Bertrand. Depuis 8 mois, il croupit en prison attendant son procès. Aucune caution ne lui a été accordée. Il est accusé du meurtre avec préméditation de son épouse. Les faits sont les suivants. Le 20 décembre 1934, à 23h30, une voiture égarée dérape au bout d'un quai et sombre dans les eaux froides du lac Saint-François. Réal Léo Bertrand, le conducteur, a tout juste le temps de sortir du véhicule. Sa femme, Rosanna, n'a pas cette chance. Elle meurt noyée, prisonnière de son cercueil roulant. La police, appelée sur les lieux, commence son enquête. Ce qui semblait au premier abord n'être qu'un banal accident soulève suffisamment de doutes pour que Réal Léo Bertrand soit accusé du meurtre de sa femme et doive subir son procès, qui aura lieu en 1935. S'il est reconnu coupable, c'est la corde qui attend le jeune Bertrand. Je vais avoir mon procès. C'est à peu près temps. 8 mois ici, pas de caution. Je le sais, M. Bertrand. Mais là, il va avoir lieu. Ça va être une grosse bataille. Mais j'ai l'intention de la gagner. Pour ça, il y a 2 stratégies possibles. On peut soit se défendre, ou soit attaquer. Oui, on peut laisser la couronne déballer sa preuve. Après, pour se défendre, on présente nos témoins qui viennent dire que vous êtes innocent. Mais, vous me connaissez. Me défendre, c'est pas tellement mon style. Je préfère attaquer. Chaque témoin, chaque élément de preuve que la couronne va produire vont être minés systématiquement. Je veux installer le doute dans l'esprit des jurés. Et on ne peut pas condamner quelqu'un sur un doute. Je vous l'ai déjà dit, ça. J'ai l'intention de donner du fil à retordre à la couronne. Alors, ne vous étonnez de rien. L'affaire Réal Léo Bertrand est effectivement étonnante et d'ailleurs à plus d'un titre. D'abord, un procès pour meurtre est un événement rare à l'époque, encore plus lorsqu'il met en cause des époux. Ensuite, le procès en tant que tel a des tournures surprenantes, des rebondissements imprévisibles, un peu à l'image de ce jeune homme. Réal Léo Bertrand cache sous les traits de sa jeunesse un silence qui ne cessera d'étonner. En effet, bien des années plus tard, on parlera encore de cet homme et de ses mystères. Messieurs les jurés, la cause qui nous occupe a toutes les apparences d'un malheureux accident. Les apparences, je dis bien. J'insiste sur ce mot. Un soir du mois de décembre, une automobile s'engage sur une petite route déserte et aboutit sur un quai. Pour rebrousser chemin, la voiture entame un virage, glisse et tombe à l'eau. C'est Réal Léo Bertrand qui est au volant. Pourquoi s'est-il rendu jusqu'au bout du quai pour effectuer le virage? Comment expliquer que Rosanna, la jeune épouse de l'accusé, n'ait pu elle aussi sortir de la voiture? L'accusé vous dira qu'elle dormait. Pourquoi n'a-t-il pas réveillé? La réponse est simple. L'accusé avait l'intention d'en finir avec sa femme ce soir-là. Et c'est volontairement qu'il s'est engagé sur la jetée, a effectué un virage sur le quai glissant et étroit. C'est l'accusé lui-même qui, une fois sorti de la voiture, l'a précipité dans les eaux du lac. Les faits parlent d'eux-mêmes, messieurs les jurés. Réal Léo Bertrand a provoqué l'accident et causé la mort de sa femme. Non seulement a-t-il tué celle à qui il était lié par les liens sacrés du mariage, mais encore avait-il prémédité son geste
bien avant le soir du drame. Et c'est ce que je vais tenter de vous prouver, messieurs les jurés. L'homme que vous avez devant vous a commis un meurtre. Un meurtre avec préméditation. Monsieur Carrier, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé après que vous ayez vu l'automobile de l'accusé passer sur la route? Ben, l'auto roulait assez vite, hein, je dirais 30 à 40 000 à l'heure. Puis là, elle a pris la route qui menait à la jetée, là, puis là, je l'ai perdu de vue. Un peu plus tard, Bertrand est venu cogner chez nous, puis il m'a demandé de l'aide. Il disait que sa voiture était tombée à l'eau. Qu'avez-vous fait? Ben, je l'ai amené à l'hôtel, là, pour quérir de l'aide. Là, le garagiste est allé chercher son towing, là, puis on est tous allés sur le quai. Là, on a bien vu la voiture dans le lac, là. On voyait ses phares illuminés, dans le fond, là. Et puis, c'est juste en revenant sur le quai, là, qu'il nous a parlé de sa femme. Il disait, ma femme, moi qui l'aimais tant. Puis c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était resté dans l'automobile. Mais Bertrand vous a pas dit que sa femme était restée dans la voiture? Non. Je n'ai plus de questions, votre seigneurie. Monsieur Carrier, parlez-nous de la route qui mène à la jetée. Est-ce que c'est un petit chemin? Non, c'est une route assez large. Est-il étonnant qu'une automobile s'y engage? Est-ce que ça vous a surpris? Non, pas vraiment. Ça arrive souvent qu'il y a du monde qui prenne cette route-là. Vous voulez dire que des voitures s'y engagent, même en hiver? Ça arrive. Même à vive allure? Ben non, ça serait pas prudent, ça. Votre Seigneurie, avant que la balance ne penche trop lourdement du côté de la couronne, me permettez-vous de poursuivre? Oui, poursuivre. À votre avis, est-il possible de faire un virage en U sur cette route? Oh non, c'est pas assez large. Vous venez de dire que la route était assez large. Était-elle assez large, oui ou non? Ben, elle est large, oui, mais pas assez pour faire un U-turn. Est-il possible alors de faire marche arrière? Oh, pas la nuit, ce serait bien trop dangereux, surtout pas avec un gros modèle, là. Donc, une fois engagé sur cette route, on doit se rendre jusqu'au quai si on veut revenir sur ses pas. Mais vous venez de dire qu'il était dangereux de faire un virage en U ou de reculer. La seule option qui reste, si on veut faire demi-tour, c'est d'aller virer au bout du quai, non? Ben, oui. Merci, Monsieur Carrier. Monsieur Gouin, vous avez examiné les lieux du drame. Pouvez-vous nous faire part de vos conclusions? On remarque ici, à l'extrémité du quai, des traces de pneus. C'est à cet emplacement que la voiture est tombée à l'eau. Ici, juste avant d'arriver au quai, j'ai relevé les traces d'un freinage brusque. D'après vous, ces traces ont-elles été laissées par la voiture de l'accusé? Objection, ma Seigneurie. Le témoin est architecte, pas détective ou enquêteur que je sache. Il est certainement pas en mesure d'identifier les traces de pneus. Monsieur Gouin est ici à titre d'expert, alors je pense qu'on devrait écouter ce qu'il a à dire. Répondez, s'il vous plaît. Ça pourrait très bien être les traces de pneus de la voiture de M. Bertrand. Je n'ai plus de questions, votre seigneurie. Monsieur Gouin, entre le moment de l'accident et le moment où vous avez dessiné vos croquis, pouvez-vous nous dire si d'autres véhicules se sont rendus sur le quai? Non, je ne pourrais pas le dire. Vous savez pas? Par ailleurs, comment pouvez-vous affirmer que les traces de pneus laissées sur le quai sont bien celles de l'automobile de M. Bertrand? J'ai dit que ça pouvait être celle de la voiture de M. Bertrand. On ne peut se satisfaire de suppositions lorsque la vie d'un homme est en jeu, Monsieur Gouin. Je vous demande si vous pouvez affirmer avec certitude que les traces de pneus indiquées sur ce croquis sont bien celles de la voiture de M. Bertrand. Eh bien... Non, je ne suis pas certain. Quel était l'état des routes le soir de l'accident? Je ne pourrais pas vous le dire. Mais pour un expert, Monsieur Gouin, il y a beaucoup de choses que vous savez pas. Objection, votre seigneurie, la défense insulte le témoin. Objection maintenue. Je vous demanderai de ne pas tenir compte de ce qui vient d'être dit. Maître Gagnon, je ne tolérerai aucune remarque de ce genre à l'avenir. J'avais terminé de toute façon, votre Seigneurie. C'était un soir tranquille. Il n'y a pas beaucoup de clients à servir.
Là, Bertrand est arrivé à l'hôtel en criant. À l'hôtel White House? Oh oui, c'est ça. Il a crié que son automobile était en ballon au bout du quai, puis qu'il avait besoin d'aide. Objection. Un témoin se contredit. À l'enquête du coroner, M. Gauthier a affirmé que M. Bertrand avait crié que son automobile était tombée à l'eau et non qu'elle était en ballon au bout du quai. Pourquoi le témoin change-t-il sa version? La défense doit attendre le contre-interrogatoire pour poser ces questions. L'automobile a-t-elle basculé ou est-elle restée en équilibre? Votre Seigneurie, je demande un minimum de respect pour la procédure. Un peu d'impartialité de la part de la couronne ne nuirait pas non plus à l'esprit de justice. Je vous rappelle que le garant de l'esprit de justice dans cette cour, c'est moi. Je demande à la défense de réserver ses questions. Poursuivez. Aviez-vous déjà rencontré l'accusé avant le soir du drame? Oui, il est venu à l'hôtel quelques jours avant avec une femme. Une femme? Vous voulez dire son épouse? Non, non. Il était avec la petite Leclerc. Tout le monde la connaît par ici. J'ai même pensé que c'était elle qui était prise dans l'automobile. Mais j'ai compris que c'était sa femme à lui, ben après. Comment l'avez-vous compris? Une fois sur le quai, j'ai dit à Bertrand que la femme dans l'auto était sûrement morte, qu'il fallait aller chercher un prêtre. Puis quand on a marché vers la route nationale, Bertrand me dit de fermer ma gueule, de pas dire à personne qu'il était venu à l'hôtel avec des femmes. Il me dit qu'il voulait pas avoir de trouble avec sa belle famille. C'est quand il m'a parlé de sa belle famille que j'ai compris que la noyée, c'était sa légitime. La première idée, c'est que c'était un accident. Il y avait du Frimos à acheter. C'était bien risqué de s'engager sur une route comme ça. Pas été surpris pantoute que le char sacle le camp. Que le char tombe dans le lac. Avez-vous changé d'avis par la suite? Un peu. J'ai trouvé que le bonhomme avait une drôle de façon pour un gars qui venait de perdre sa femme. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il a même pas attendu qu'on pêche la voiture. Il est parti chez son frère à Saint-Polycarpe. Ça prend-tu un drôle de moineau? Moi, si ma femme venait qu'à tomber dans le lac, je sais pas. Il me semble que tu prends la peine de savoir si elle est bien morte. Ben, le lendemain, quand il est revenu, il a même pas demandé à voir le corps, rien. C'est comme si c'était rien passé pantoute. Ouais. Un drôle de moineau que je me suis dit. Avez-vous remarqué autre chose? Quand quelqu'un a un accident, d'habitude, il est bien nerveux. Bertrand, lui, il était calme, sans bon sens. Sa femme dans le lac, il avait de l'air à s'en sacrer comme de sa première chemise. Mais c'est quand il m'a demandé si son huile puis son antigel pouvaient encore y servir que là, les deux bras me sont tombés. Hey, ce gars-là, il est pas normal. Monsieur Desrosiers, comment se sont déroulées les opérations de repêchage de la voiture? On a eu la grosse misère noire. Le char était bien que trop lourd. Il devait y avoir 350 livres de marchandises là-dedans. Il était loin du bord, 50 pieds au moins. Puis là, je me souviens d'une affaire qui m'a paru bien drôle. J'ai vu que l'accélérateur à main était tiré d'1 pouce à peu près. Ça m'a titillé pas mal. À quoi sert un accélérateur à main, Monsieur Desrosiers? Objection. Le témoin n'est pas un expert en matière d'automobile. Que mon confrère se rassure, nous aurons tous les experts nécessaires un peu plus tard. Moi, on n'a pas besoin d'être un expert pour savoir à quoi sert un accélérateur à main dans une voiture. Le témoin peut très bien répondre. Objection rejetée. Répondez à la question, je vous prie. Cette manette-là, c'est une patente qui sert à faire avancer le char. T'as même pas à peine de te servir de la pédale. Sans se servir de la pédale. Peut-être même en se tenant sur le marchepied. Objection. Jusqu'ici, dans ce témoignage, j'ai fait preuve d'une grande tolérance, Votre Seigneurie. Plusieurs interprétations très personnelles ont été évoquées sans aucune objection de ma part. Mais cette fois, la couronne va trop loin. Mon confrère tire des conclusions qui n'ont pas été établies en preuve. Je m'objecte donc avec force. Alors, revenez-en au fait, maître Fauteux. Quelle est votre question? Monsieur Desrosiers, avez-vous remarqué quelque chose concernant la poignée de la porte du côté passager? Poignée de la porte? Elle manquait. Il n'y en avait pas.
La voiture de M. Bertrand n'avait pas de poignée de porte du côté passager. C'est ce que vous dites. En plein ça. Puis il y avait une caisse 2 au milieu de la banquette avant. Madame Bertrand n'avait donc aucun moyen de sortir de la voiture. C'est en plein ce que j'ai pensé. Puis là, je vais vous dire que j'ai commencé à trouver qu'il y avait pas mal d'affaires qui marchaient pas. Puis que la poignée de la porte, j'ai bien l'impression qu'elle n'avait pas été enlevée par hasard. Objection! Le juge, il croit pas que je suis innocent. Il croit pas. C'est le jury qui décide du verdict. Découragez-vous pas, M. Bertrand. On est au premier round. Rien qu'au premier round. Je l'aimais, moi, ma femme. Pourquoi je l'aurais tuée? On venait juste de se marier. Ma Rosanna, c'était une bonne personne. C'était ma femme. Et vous asseoir, M. Bertrand. Bon. Vous allez tout reprendre depuis le début. J'ai besoin d'avoir tous les éléments en tête. Mais je vous l'ai déjà raconté 100 fois. Je le sais, mais je veux vous entendre encore. S'il vous plaît, M. Bertrand. On allait passer Noël chez la tante de ma femme. Elle avait offert de nous aider à payer notre nouvelle assurance. On s'en allait y montrer le contrat. Je roulais un peu vite, il faisait noir. J'ai manqué l'embranchement vers Saint-Polycarpe. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai tourné sur la petite route du quai pour pouvoir virer puis revenir sur mes pas. C'est ma femme elle-même qui m'a dit d'aller jusqu'au bout, que j'aurais plus de place pour faire mon virage sur le quai. Je l'ai écouté. J'aurais pas dû. C'était glissant. Il y avait du frima ce soir-là. Moi, j'ai juste eu le temps de sortir, puis Rosanna, elle... Pourquoi est-ce qu'il fallait que Picard nous propose cette maudite police d'assurance-là aussi? On n'aurait sûrement pas été à Sainte-Justine. Il serait rien arrivé, puis Rosanna serait là. Ouais, je vous l'ai déjà dit, il me semble. Oui, c'était assez large pour faire un virage en U sur cette route-là. Puis non, il n'était pas obligé d'aller jusqu'au bout. Répondez à ma question, Monsieur Desrosiers. Prendriez-vous la chance, oui ou non? Non, je pense pas. Auriez-vous continué jusqu'au quai? Probablement. La chaussée était tellement glissante. Une dernière chose, Monsieur Desrosiers. Le soir de l'accident, vous avez dit que Monsieur Bertrand était étrangement calme. Ben, c'est bien ce que vous avez dit, hein? Oui, ça m'a frappé. Il bronchait pas, il parlait pas. Il avait pas de l'air énervé pantoute. Jetez donc un coup d'œil à l'accusé en ce moment. Pouvez-vous nous le décrire? Il est raide comme une barre. Il regarde en avant de lui. Pourtant, on l'accuse de meurtre. Est-ce qu'il a l'air nerveux? Non. Il était aussi calme que le soir sur le quai. La cour appelle M. Paul Asselin. Paul Asselin. J'arrive. Inquiétez-vous pas, ça sera pas long. Vous sentez-vous bien, Monsieur Asselin? Comment vous me dites ça, monsieur, votre honneur? Avez-vous bu, Monsieur Asselin? Oh, hey, dîner à la taverne. C'est eux de pas prendre une petite bière d'une place de même. Je demande qu'on détienne le témoin jusqu'à ce qu'il soit en état de rendre un témoignage cohérent. Non, une minute, j'en ai quasiment pas pris, vous le jure, 2, 3 à peine. Non, lâchez-moi, je vous dis que je suis correct. Même qui était là, lui, il me paye un verre, demandez-y. Lâchez-moi, crème. Lâchez-moi, je vous dis. Si j'en crois, Monsieur Asselin, le procureur de la défense aurait fait boire le témoin juste avant qu'il ne rende son témoignage. Et ça, c'est un mépris de cour flagrant. Mais cet homme n'est manifestement pas en possession de toutes ses facultés. Étiez-vous à la taverne avec le témoin, oui ou non? La question n'est pas là. C'est ma crédibilité qui est entachée aux yeux du jury.
Est-il nécessaire de rappeler à votre attention tout le tort qu'une telle affirmation faite publiquement et devant jury peut porter tant à la cause en cours qu'à ma réputation? Comment puis-je accepter une telle censure alors que ma version des faits n'a même pas été entendue? Je vous conseille d'arrêter maintenant. Le barreau me donnera raison. Je n'ai en rien contribué à ce que le témoin contrevienne à une ordonnance de la Cour. J'étais à la taverne avec une personne qui me donnait des renseignements sur mon client. À cela connaissant, cette personne est venue s'asseoir avec nous. C'est le serveur qui a versé la bière dans nos verres sans qu'on le lui demande. J'ai laissé de l'argent sur la table, je me suis levé et je suis sorti. Asselin, lui, est resté et a continué à boire. Je ne lui ai même pas adressé la parole. Il n'y a absolument rien de répréhensible dans ce que j'ai fait. Ça suffit maintenant. Je déclare l'affaire close. On fasse comparaître le prochain témoin. Avec tout le respect que je dois à cette cour, je ne peux que m'y opposer. L'affaire ne peut pas en rester là. J'envisage avec sang-froid toutes les conséquences de mon geste. Au risque de mettre ma carrière de criminaliste en péril, je ne vois pas d'autre alternative. Étant donné le climat de méfiance qui règne dans cette cour, la position de la défense se fait intenable. Les derniers événements ne font que confirmer et aggraver une situation déjà difficile. Je n'ai plus d'autre choix que de me retirer. C'est la vie d'un homme qui se joue ici. Dois-je le rappeler? Qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Moi, j'avais confiance en vous. Si vous vous retirez du procès, je me retrouve sans personne pour me défendre. Écoutez, M. Bertrand, mon retrait donne lieu à deux possibilités. Soit que vous changez d'avocat, vous permettez alors au procès de se poursuivre. Je comprends rien à vos histoires. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai pas envie d'être pendu. Je sais pas si vous pouvez comprendre. Mais si je me suis retiré, c'est dans votre intérêt, M. Bertrand. Ben voyons, si vous êtes plus mon avocat... Qui vous a dit que je serais plus votre avocat? Ben, je sais pas, il me semble que... Vous pouvez aussi décider, et ça, c'est la deuxième possibilité, de me garder pour vous défendre. Alors là, c'est le juge qui n'a plus d'autre choix que d'avorter le procès. L'attaque qu'il a portée contre moi est trop grave. Je ne suis plus crédible auprès du jury. Et cette atteinte rejaillit forcément sur vous. Si vous me gardez comme avocat, le procès ne peut plus se poursuivre ni devant ce juge, ni devant ce jury. Me comprenez-vous? Je pense que oui. Si vous voulez mon avis, là, un avortement de procès, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Je peux décider de vous garder comme avocat. Puis il faudrait recommencer mon procès. Ouais. C'est le juge qui va être obligé de se retirer, c'est ça? Je serais vraiment fou de me défaire d'un avocat comme vous, Maître Gagnon. Réal Léo Bertrand maintient Maître Oscar Gagnon à sa défense. Le juge Wilson n'a d'autre choix que de tout arrêter. 2 mois plus tard, un nouveau procès est tenu devant un nouveau juge et un nouveau jury. C'est la première fois qu'un tel incident se produit lors d'un procès pour meurtre. Le juge Pierre-Louis Cousineau préside la cour. Gérald Fauteux agit pour la couronne. Oscar Gagnon est à la défense. Nous voici donc à ce deuxième procès. Monsieur Avon, avez-vous eu l'occasion d'examiner l'automobile une fois qu'on l'eut sorti de l'eau? Certain. On l'a même emmené à mon garage. Qu'avez-vous remarqué de particulier? Pour commencer, j'ai trouvé la poignée de la portière sur le panneau des instruments, avec des outils. Ensuite, j'ai remarqué que le throttle était tiré. Il y avait l'embrayage aussi. L'embrayage qui était guiré en deuxième. Avez-vous remarqué autre chose? Le break à bras était tiré au bout. Le bras du frein était tiré, mais le frein lui-même, était-il en état de fonctionner? Non. Le tuyau hydraulique aussi était cassé. Pour tout vous dire, c'est comme si le char n'avait pas de break pantoute. L'automobile n'avait pas de frein, l'accélérateur à main était tiré et l'embrayage en deuxième vitesse. Ça commence à faire pas mal de hasard. Merci, je n'ai plus de questions. Monsieur Avon, les manœuvres de repêchage n'ont pas été aisées, n'est-ce pas? Non. Racontez-nous donc ce qui s'est passé. Bon, on s'est arrangé un palan. On a réussi à soulever le char en dehors de l'eau.
Mais quand est venu le temps de le ramener sur le quai, le câble a cassé, puis le char est tombé dans l'eau. Vous voulez dire qu'il est retombé brusquement? Pas mal, oui. Est-ce que cette chute aurait pu être suffisante pour endommager le tuyau hydraulique? Le tuyau hydraulique est en dessous. Avec le poids du char, ce serait possible que ce soit cassé à ce moment-là. Si je vous suis bien, vous ne pouvez affirmer que le tuyau hydraulique était brisé la première fois que vous avez remonté l'automobile à la surface. Non, je peux pas le dire. Je le sais pas. Ce que vous pouvez affirmer, c'est que le frein à main était tiré. Oui. Bien. Ne devrions-nous pas nous en tenir aux certitudes et laisser de côté les hasards? Monsieur Godin, depuis que vous occupez l'emploi de gérant de service, avez-vous noté une faiblesse de construction sur les poignées de portière? Pas du tout. Au contraire, ces poignées-là, ils sont faites solides. Est-ce qu'on peut arracher une poignée accidentellement? À moins de se mettre à deux hommes, là, ça m'étonnerait bien gros. Ça prend des outils spécialisés pour venir à bout de ces poignées-là. L'automobile de M. Bertrand a été repêchée à 50 pieds du quai. Selon vous, M. Godin, est-ce qu'un véhicule, s'il avait été en équilibre au bout d'un quai, aurait pu, en tombant, se retrouver aussi loin de son point de chute? Selon mes calculs, là, pour se retrouver à une distance de plus de 50 pieds, l'automobile devait rouler à une vitesse d'au moins 40 000 à l'heure. 40 000 à l'heure, c'est très rapide. Avec l'embrayage bloqué en deuxième vitesse, là, c'est bien possible. Je dirais même que, sans se servir de la pédale d'accélération, là, juste avec l'accélérateur à main, en plaçant l'embrayage en deuxième vitesse, là, on peut rouler à 35-40 000 à l'heure. Est-il possible qu'un homme, se tenant sur le marchepied de son automobile, tirant à travers la vitre ouverte, l'accélérateur à main, puisse arriver à précipiter son automobile dans le lac? Oui. C'est la seule façon que je vois, moi. Merci. Le témoin est à la défense. Vos théories sont impressionnantes, M. Godin. Spectaculaires, même. Merci. Vous êtes fort en calcul. Merci. On peut se tenir sur le marchepied d'une automobile et sauter au dernier moment. C'est vrai. Maintenant, M. Godin, quelle était la largeur de l'espace laissé par la vitre entr'ouverte lorsqu'on a repêché l'automobile de M. Bertrand? Je parle, bien sûr, de la vitre côté conducteur. Environ 6 pouces. 6 pouces. C'est pas très large. Est-il possible pour un homme se tenant sur le marchepied d'atteindre l'accélérateur à main à travers un espace de 6 pouces? C'est difficile. C'est difficile, M. Godin, ou impossible? Je dirais que c'est impossible. 40 000 à l'heure. C'est une vitesse appréciable. Aurait-il été possible pour Réal Léo Bertrand de sauter d'une voiture roulant à 40 000 à l'heure et de s'en tirer sans une égratignure? Non. Alors, par quelle théorie, M. Godin, expliquer des faits que vous admettez vous-même comme étant impossibles? Votre Seigneurie, nous voudrions déposer des documents qui concernent le mariage de l'accusé. Ces documents... Votre honneur, je voudrais que la Cour statue sur la pertinence de ces documents. Eh bien, afin de ne pas influencer le jugement des jurés, je vais entendre les arguments des deux procureurs, mais en votre absence. Nous tiendrons donc un voir-dire sur cette question dès demain, à la reprise des audiences. Ces documents ont à voir avec des faits qui sont antérieurs aux événements qui nous concernent. Ils ne prouvent rien quant à la culpabilité de mon client. Ils ne servent qu'à nuire à sa réputation. Vraiment?
Je crois qu'au contraire, ces documents sont fort révélateurs. Ils ne sont pas pertinents et vous le savez très bien, maître Fauteux. La Cour n'a pas pour mandat de juger la réputation d'un homme. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi le juge Wilson les avait admis en preuve dans ce cas-là? Justement, je ne me l'explique pas. Laissez-moi vous éclairer, cher confrère. Bertrand a donné en adoption son enfant en échange de 100 $. Un enfant né hors mariage. Ces faits sont fort révélateurs en ce qui concerne l'attrait que l'argent peut exercer sur l'accusé, donc pertinent quant au mobile du crime. Mais ça n'a strictement rien à voir avec la cause. Quelqu'un qui est capable de vendre son propre enfant est capable de tout. Un peu plus, on jurerait que vous en faites une affaire personnelle. Permettez-moi de vous rappeler que le mandat de la Couronne n'est pas de mener les gens à la potence. C'est trop facile d'accuser tout le monde de ne pas faire son devoir. Qui êtes-vous vous-même pour faire la leçon? Vous êtes débarrassé du juge Wilson, mais vous ne vous débarrasserez pas de moi aussi facilement. Avec un juge impartial, j'ai pas besoin de me débarrasser de vous. Je vais me contenter de vous mettre knock-out, savant confrère. Après délibération, j'en suis venu à la conclusion que les documents concernant le mariage et la naissance de l'enfant du couple Bertrand ne sont pas pertinents. En conséquence, je refuse qu'ils soient produits en preuve. Veuillez faire revenir le juré, je vous prie. Monsieur Robert, vous logiez l'accusé avant qu'il se marie. Oui, je loue des chambres à Ottawa. Il est resté chez nous quasiment 6 mois. Étiez-vous en relation avec l'accusé durant ces 6 mois? Il venait assez souvent me jaser de son futur mariage. Ça, il m'en parlait bien souvent. Il m'a raconté aussi que sa femme devait hériter, puis que c'est pour ça qu'il allait la marier. Un mariage intéressé. Est-ce que Bertrand est venu vous voir après la mort de sa femme? Oui, puis il m'a demandé de rien dire sur son compte si la police venait qu'à me questionner. Non, il m'a dit aussi qu'il m'oublierait pas quand il toucherait l'assurance. Quand il toucherait l'assurance. Merci, je n'ai plus de questions. Monsieur Bertrand vous a fait ses confidences avant ou après votre querelle? Je m'en souviens plus. Ça commence à faire longtemps. Vous êtes bien querellé. Vous vous en souvenez? Un peu, oui. On s'est pognés. Pour quel motif vous êtes-vous pogné, comme vous dites, avec M. Bertrand? Je m'en souviens plus. Mais votre dernière chicane s'est assez mal terminée, il me semble. Oui, c'est vrai. Racontez-nous ce qui s'est passé. Oh, il arrêtait pas de m'ostiner sur une niaiserie. Je me suis tanné, je l'ai sacré dehors. Je suis chez nous, moi, je suis pas obligé d'endurer fatigant. Vous avez mis M. Bertrand dehors. Vous deviez être vraiment en colère. Ben, moi, quand on me cherche, on me trouve. Et Réal Léo, cette fois-là, il m'avait cherché en crucifix, pour tout vous dire. Vous me semblez assez impulsif, effectivement. Ah, dernière chose. Monsieur Bertrand et sa femme, est-ce qu'ils s'entendaient bien? Est-ce qu'ils formaient un couple harmonieux? Je sais pas ce qu'ils se racontaient entre eux autres, mais... je les ai jamais vus avoir un mot plus haut que l'autre, si c'est ça que vous voulez savoir. Walter Elliott, investigateur pour la compagnie d'assurance Retail Credit Company. Monsieur Elliott, est-ce vous qui avez fait une vérification concernant une réclamation de 10 000 $ suite au décès de Mme Rosanna Bertrand? Des gros montants comme ça, on vérifie toujours. Monsieur Bertrand avait assuré sa femme pour 5 000 $ en cas de mort naturelle. Et en cas de mort accidentelle? L'indemnité passait à 10 000 $. Et à quel moment la police d'assurance prenait-elle effet? 3 jours avant la mort de Mme Bertrand. 3 jours. La couronne a terminé sa preuve, Votre Seigneurie. Je n'ai pas de questions pour le témoin. Ma question s'adresse plutôt au procureur de la Couronne. Maître Fauteux nous a dit que M. Elliott serait son dernier témoin. Je présume donc que sa preuve est close. Je me demande comment il se fait qu'il ait décidé de retirer un témoin pourtant bien inscrit sur sa liste. La couronne fait entendre les témoins qu'elle juge à propos.
Mon savant confrère n'a toujours pas répondu à ma question. Pourquoi retirer un témoin pourtant bien inscrit au rôle? La couronne voudrait-elle nous cacher quelque chose? Le mandat de la couronne n'est-il pas d'exposer tous les faits et non de dissimuler ceux qui ne font pas son affaire? Objection, votre seigneurie. Où voulez-vous en venir, maître Gagnon? Votre seigneurie, j'aimerais faire comparaître le témoin que la couronne n'a pas jugé utile d'entendre précisément. Eh bien, soit. Qu'on appelle ce témoin. Monsieur Picard, quelle est votre occupation? Je suis agent d'assurance et puis je vends des automobiles aussi. Pourquoi, après avoir été approché par Maître Fauteux pour témoigner au procès de M. Bertrand, n'avez-vous pas témoigné? On m'a dit qu'on n'avait plus besoin de moi. Les jurés jugeront d'eux-mêmes de la pertinence et de l'utilité du témoignage de M. Picard. M. Picard, connaissez-vous M. Bertrand? Depuis 2 ans à peu près. Quelles sont vos relations avec lui? Je suis son agent d'assurance. En quelles circonstances lui avez-vous vendu une police d'assurance? J'ai entendu dire qu'elle allait se marier. Ça fait que j'ai voulu en profiter. Mais il y avait déjà une police sur sa vie. Et qu'avez-vous fait alors? Je lui ai proposé d'en prendre une pour sa femme. Au début, il voulait pas. Mais je suis allé le revoir plusieurs fois. Avez-vous finalement réussi à lui vendre une police d'assurance? C'est sa femme, Rosanna, qui a accepté de la prendre. Elle a trouvé que c'était une bonne idée d'avoir une assurance vie. On parle ici de la police d'assurance qui serait supposément le mobile du crime. Maintenant, M. Picard, êtes-vous déjà monté dans l'automobile de M. Bertrand? Oui, plusieurs fois même. Et avez-vous remarqué quelque chose de particulier? Pour que je puisse descendre de voiture, c'est M. Bertrand qui devait ouvrir la portière de l'extérieur. Pourquoi devait-il descendre vous ouvrir? Mais il n'y avait pas de poignée. Ah? Oui, il n'y avait pas de poignée de mon côté. Je l'ai remarqué la première fois que je suis monté dans son char. Et quand êtes-vous monté dans l'automobile de M. Bertrand pour la première fois? Une dizaine de jours avant l'accident. Combien de temps avez-vous dit? Une dizaine de jours avant l'accident. 10 jours. Merci, M. Picard. Je n'ai plus de questions, Votre Seigneurie. Ah, je suis tellement content, tellement soulagé. Merci, Maître Gagnon. Merci pas trop vite. Tant que le verdict n'est pas rendu, tout est encore possible. Et vous leur avez prouvé que j'étais innocent, il me semble? J'ai réussi à mettre en doute la preuve de la couronne, c'est vrai, mais... Mais quoi? Qu'est-ce qu'il leur faut de plus? Il reste encore la plaidoirie. Et la couronne a des arguments. C'est pas moi qui ai pris l'assurance. Puis? Ça prouve rien. Que vous soyez pas responsable d'une situation, ça n'empêche pas que vous ayez pu en tirer parti. Et puis la poignée de porte? Que la poignée a été enlevée à tel moment ou à tel autre, qu'est-ce que ça prouve? Pouvez-vous me l'expliquer? Ça prouve que j'ai rien préparé d'avance, c'est ça que ça prouve? Ou le contraire. En tout cas, moi, si j'étais l'avocat de la couronne, ce sont les 2 arguments que je plaiderais. Rien n'est encore gagné, M. Bertrand. Messieurs les jurés, nous voici au terme d'un procès qui, avouons-le, laisse perplexe. Monsieur Eugène Picard, vous avez été à même de le constater, est un témoin clé. Son témoignage détruit la thèse du mobile. La couronne n'a pas hésité à l'écarter de sa liste de témoins. Alors, comment pouvons-nous être certains d'avoir tous les faits qui nous permettent d'établir un jugement juste et équitable? Sans mobile, la preuve de la couronne n'a aucun fondement. N'oublions pas que M. Bertrand n'a pu tuer sa femme pour toucher une prime d'assurance, puisque ce n'est pas lui qui a décidé de prendre cette police d'assurance. De plus, le soir du drame, personne n'a vu M. Bertrand. Personne ne peut témoigner qu'un crime a bel et bien été commis.
Je vous rappelle que la preuve circonstancielle doit démontrer hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion possible, c'est la culpabilité de l'accusé. La couronne n'a pas réussi à démontrer cela. Au contraire, le crime de M. Bertrand n'est rien de plus qu'un simple accident. Un regrettable accident qui, en plus de faire une victime, a détruit le cœur d'un homme, jeune marié, qui se retrouve désormais seul, avec un avenir à reconstruire. La preuve circonstancielle est non seulement légale, mais courante dans une affaire de meurtre avec préméditation. Les crimes sur la personne ne sont pas des actes que l'on se plaît à perpétrer au grand jour. Plusieurs éléments prouvent, hors de tout doute, que Bertrand a bel et bien commis son crime. Un crime préparé longtemps d'avance. La poignée de la voiture enlevée, la voiture surchargée, l'accusé venu sur les lieux la veille de son crime, l'accélérateur à main tirée, l'embrayage en deuxième vitesse. Que faut-il de plus, messieurs les jurés? Comment expliquer les faits autrement que par l'intention de tuer? Bien sûr, même s'il n'est pas obligatoire de faire la preuve d'un mobile pour faire celle d'un crime, dans la cause qui nous occupe, il se trouve que Bertrand a un mobile évident. Une police d'assurance d'une valeur de 10 000 $ prise 3 jours avant le drame. Le bénéfice du doute doit être considéré dans une affaire de meurtre. Je l'admets. Mais ce que je n'admets pas, c'est que ce doute ne soit appuyé sur aucune considération sérieuse. Jusqu'ici, si on a réussi à créer un doute dans votre esprit, il ne repose sur rien, messieurs les jurés. L'homme que vous avez devant vous cache sous ses allures d'enfant un assassin sans scrupules. Que peut-on penser en effet d'un homme capable de mettre fin au jour de sa propre épouse? Cet homme-là ne mérite aucune pitié, messieurs les jurés. Aucune pitié. Messieurs les jurés, votre verdict? Nous déclarons Réal Léo Bertrand non coupable. Monsieur Réal Léo Bertrand, cette cour vous reconnaît non coupable du meurtre de Rosanna Bertrand, votre épouse. En conséquence, je vous déclare libre. Vous pouvez partir. Mais nous voilà 17 ans plus tard. Cet homme n'est nul autre que Réal Léo Bertrand. Que fait-il derrière les barreaux? Eh bien, il attend son verdict, car il fait face à une accusation de meurtre. Sa seconde épouse, Rose Trépanier, a péri dans un incendie. Les circonstances entourant sa mort rappellent étrangement le procès auquel nous venons d'assister. Lors de ce deuxième procès, Bertrand porte un nœud papillon, Dieu sait pourquoi, et la presse anglophone le baptisera Toxédokid. Il sera d'ailleurs trouvé coupable et pendu. Cette deuxième affaire peut inciter à croire à la culpabilité de Bertrand dans la mort de Rosanna, sa première épouse. Mais pensons-y bien. Qui sait si ce n'est pas plutôt l'issue du premier procès qui a donné à Réal Léo Bertrand l'idée de son crime 17 ans plus tard.